Le 15 janvier 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Le Vandale, Come and Get It, texte intégral. J'avoue que si j'ai attendu plus d'une semaine pour voir Le Vandale, la faute en est à un gigantesque placard de M. Paul Rebout attestant à l'entrée du cinéma les qualités exceptionnelles du film. Enfin, j'ai rassemblé mon courage. Tout s'est passé, ma foi, le mieux du monde, je n'ai pas été mécontent de ma soirée, et, grâce à Dieu, je ne suis pas encore non plus tout à fait de l'avis de M. Paul Rebout, ce qui m'eût inquiété et navré. Le Vandale n'est pas plus, ouvrez les guillemets, le chef-d'œuvre du cinéma américain, fermez les guillemets, que 100 films honnêtes qui voient le jour chaque année à Hollywood. Ce qui est encore plus consolant, c'est de penser qu'il a enthousiasmé M. Paul Rebout, justement parce qu'on peut y trouver de moins bon. Le début du spectacle est vraiment superbe. Ce sont de ces grandes images de nature où l'on respire si pleinement, où les Américains sont si bien à leur aise et qu'ils dédaignent un peu trop aujourd'hui pour des reconstitutions de studios. On nous emmène cette fois dans une grande exploitation forestière du Wisconsin, un des États du Nord, proche de la frontière canadienne, à l'époque encore héroïque de 1885. La rude vie de ces équipes de bûcherons bardés de laine, campant parmi 3 pieds de neige, n'est pas moins pittoresque, et elle possède un tout autre accent de vérité que celle-ci souvent racontée à l'écran des chercheurs d'or de l'Alaska. Il s'y joint un admirable documentaire sur l'abattage et le transport par voie d'eau des grands sapins américains qui dévalent les pentes encore couvertes de neige pour bondir dans les fleuves en soulevant des geysers. Les photographes d'Hollywood ont su donner à ces scènes, en somme banales, une beauté plastique, une ampleur et une vie incomparables. Mais voici le Vandale. C'est un chef bûcheron taillé en force, un homme nommé Glasgow, bien décidé à réussir dans l'existence. Nous observons assez vite qu'il y a des vandalismes plus dangereux que le sien et que le mot est en somme bien gros pour ce gaillard. Il coupe beaucoup d'arbres et de fort beaux, c'est entendu, mais c'est son métier. Il n'en remplante pas assez derrière lui. Mais le reboisement n'est-il pas avant tout une question d'État ? Nous ne tarderons pas d'ailleurs à oublier ce vandalisme forestier et ses grands dommages pour le vandalisme sentimental de Glasgow. Dans un cabaret encore semblable à ceux qui poussaient au Klondike au moment du rush, il découvre une jeune chanteuse suédoise. Ces tableaux de tabagie, ces beuveries épiques, ponctuées par de lentes complaintes presque religieuses, appartiennent encore au meilleur répertoire d'Hollywood. L'enlèvement de la chanteuse par Glasgow donne lui aussi à une magnifique bagarre, la plus belle peut-être depuis celle de Son homme, où les grands plateaux d'étain des serveurs de bière deviennent autant de projectiles semant quel ravage et dans quel vacarme. Glasgow, quelques mois plus tard, abandonnera la chanteuse, à laquelle il tient toujours cependant, pour faire un mariage d'argent en épousant la fille de son associé. La chanteuse, Lotta, je crois, sera recueillie par le meilleur ami de Glasgow, un autre bûcheron suédois lui aussi, qui en fera sa femme. Ces épisodes sont traités rapidement et sobrement, sans vaine littérature, sans fausses larmes. Le film pourrait aussi bien s'achever ici. La suite va nous donner un regret assez vif que l'on n'ait pas développé davantage les premiers chapitres pour en composer un spectacle complet. Car un nouveau film va commencer. Les Américains, poussant jusqu'à l'extrême leur méthode de travail collectif, ont confié à 2 metteurs en scène différents et du reste excellents, M. Howard Hawks et M. William Wyler, la réalisation du Vandale. Il en résulte une disparité assez gênante de style et de ton. J'imagine que le début, avec ses extérieurs, ses rics, son brutal pittoresque, a été l'œuvre de M. Howard Hawks. M. Wyler, dans la seconde partie, illustre un roman bourgeois et sentimental que l'on attendait guère et dont on se fut en somme passé. Nous voici en 1907. Glasgow est devenu un des rois du bois. Il a 50 ans, mais il est encore le Vandale des cœurs féminins. Il a d'ailleurs une fameuse excuse, la triste, revêche et sèche Madame Glasgow.
Au cours d'une partie de chasse manquée dans le nord, il retrouve son vieil ami Swan, resté dans la forêt. Lotta est morte, mais elle a donné à Swan une fille qui est son propre portrait et qui gagne sa vie en servant dans le restaurant de sa tante. Glasgow retrouve en la voyant tous les feux et tous les désirs de sa jeunesse. Il emmène la famille entière à Chicago, puis dans ses usines. Il l'installe dans une charmante villa. Il imagine une sinécure pour Swan. Officiellement, il ne s'agit que de fournir une heureuse retraite à un vieux compagnon, mais la secrétaire de Glasgow sait les notes qu'il règle chez le couturier de Lotta, car elle s'appelle aussi Lotta. Son fils le sait également. Il s'indigne d'autant plus que la jeune fille ne lui est pas indifférente. Conflits, gifles, portes claquées, cela finit comme il se doit par le mariage de Lotta et du garçon, cependant que le Vandale s'aperçoit non sans amertume qu'il est devenu vieux. Ces banalités mélodramatiques sont rendues fort supportables et même assez plausibles par de nombreuses notations presque toujours justes, parfois assez fines. Les petites ruses de femme que Lotta, tout en restant parfaitement innocente, s'est imaginées quand elle s'aperçoit de l'attention que lui porte Glasgow. Le soupir de soulagement à la fin de Madame Glasgow, dont nous découvrons qu'elle a suivi le drame sans rien laisser paraître, mais en tremblant et saignant à chaque instant dans le cœur d'épouse qu'elle a malgré tout sous ses maussades apparences. C'est égal, guidés par les chansons de la première Lotta, nous aurions pu prendre sous les sapins du Wisconsin des chemins un peu plus imprévus. Le Vandale doit certainement être considéré à Hollywood comme une production de première classe, first class, une de celles où l'on ne ménage ni le temps ni l'argent, puisqu'on y lance une nouvelle vedette, Mademoiselle Frances Farmer, dans le double rôle de Lotta. Nous allons certainement la revoir souvent. C'est une grande fille nordique, fraîche et blonde, que rien ne distingue physiquement de centaines de charmantes girls qui ont déjà défilé dans les studios d'Hollywood. Sa composition de chanteuse de beuglant est en soi parfaite, mais 20 autres du même style l'ont précédée, qui ne l'était pas moins et dont la jeune débutante a pu largement profiter. Je ne crois donc pas beaucoup à la personnalité de Mademoiselle Frances Farmer, mais elle jouera très agréablement et dans un ton toujours juste la jeune fille américaine telle qu'elle existe à quelques millions d'exemplaires. On n'avait guère vu jusqu'à présent que dans des silhouettes M. Edward Arnold, Glasgow. Il possède un type tenant à la fois du chanoine rabelaisien et du fort ténor, assez surprenant chez un Yankee, et que l'on n'accorde pas sans quelque peine au début avec son rôle d'arriviste forcené. On pourrait croire que M. Arnold, avec ce physique, incline à quelque redondance dans son jeu. Il n'en est rien. Son personnage est toujours vivant et, sauf quelques détails vers la fin, presque toujours dans le ton juste. Cependant, au cours de toute la première partie, il nous est assez difficile d'oublier que ce Glasgow, jeune coureur de bois et d'aventure, entrant dans la vie tous ses crocs dehors, est représenté par un quadragénaire pansu comme les Siegfried de l'opéra. Dans les rôles biographiques, on obtient toujours plus de vraisemblance en choisissant une vedette jeune que l'on fait vieillir petit à petit. J'ai beaucoup aimé M. Walter Brennan dans le rôle de Swan. Voilà bien le véritable paysan marchant toujours, même dans un salon, comme s'il écrasait de lourdes mottes de terre. Ces types de bons bûcherons ou laboureurs suédois sont d'ailleurs parmi les plus savoureux du terroir américain.